Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai envie de vous poser une question simple ce matin. Où est l'urgence? Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise écologique? Où est l'urgence? Je crois qu'il y a surtout, comment dire, la crise sanitaire, c'est l'avatar d'une crise qui est beaucoup plus profonde. Crise d'un modèle de société, un modèle économique qui a rompu les grands équilibres, qui est en situation d'épuiser un certain nombre de ressources, qui a creusé les inégalités. On est dans une urgence systémique. Ce qui est très paradoxal d'ailleurs, c'est que nous sommes victimes de notre succès, de notre intelligence. Notre intelligence, elle est mise en demeure, en début de ce siècle, de prendre en charge les conséquences de son succès. On a trop bien réussi. Et comme le dit mon ami Edgar Morin, nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants. Alors, bon, tout ça, ce sont des mots, mais c'est important. Oui, une urgence ne doit pas faire d'ombre à l'autre. Il y a une urgence de nous transformer, de nous réunir. Il y a une urgence globale. Il y a une urgence globale et de comprendre que ce n'est pas simplement des corrections cosmétiques à laquelle nous sommes confrontés. Il y a un modèle à réinventer. Il faut s'en réjouir. Il faut juste s'effrayer si on s'entête sur le modèle existant. Oui, vous dites, jamais l'homme n'a été aussi puissant et jamais il n'a été aussi vulnérable. C'est ce que vous dites. Est-ce que la pandémie a un lien, selon vous, avec la crise de la biodiversité? Moi, je vais être très, très prudent, je ne voudrais pas affirmer des choses qui soient démenties, mais c'est très documenté. C'est quand même très documenté et il y a eu des antécédents, notamment avec Ebola, qui montre que quand on perturbe des écosystèmes, pour employer un euphémisme, des virus qui vivaient dans un espèce d'équilibre qui s'est établi au fil des années, eh bien, en fait, changent d'hôte, se mettent sur l'humain et profitent de nos moyens de communication modernes pour se répandre. Encore une fois, nous découvrons à travers cette crise notre socle biologique, c'est-à-dire notre dépendance au vivant. Et je pense que si c'est un des enseignements, au moins on n'aura pas souffert pour rien. Oui, la crise sanitaire, un révélateur. Si je vous écoute, un révélateur. Alors, les priorités, parce qu'il y a des priorités, l'urgence. Je vous parlais d'urgence tout à l'heure. L'une des priorités, c'est de fabriquer des vaccins. Et notamment en Europe. Si nous ne fabriquons pas des vaccins en Europe, cela va coûter à l'économie européenne. C'est un rapport qui vient de paraître, 90 milliards d'euros dans les mois qui viennent. Donc il y a cette urgence. Où est l'urgence écologique au milieu de tout ça? Il y a une urgence sociale. Toutes celles et ceux qui, modestes, ne peuvent pas envisager de changer de vie, de changer de lieu de vie. Est-ce que l'urgence écologique a sa place au milieu de tout ça? Les choses ne doivent pas s'opposer, elles s'additionnent. Ça ne doit pas nous détourner dans un deuxième temps. Il y a un moment d'urgence critique, bien entendu, et l'État et toutes les énergies et toutes les forces doivent évidemment se concentrer. Est-ce que l'État travaille bien pour épargner face à la crise sanitaire, selon vous? Moi, mon sentiment, c'est que la réponse, elle est oui. Voilà. On peut toujours, évidemment, et heureusement, ça fait partie du débat public, essayer de comprendre un certain nombre de décisions. Mais globalement, je trouve que l'État, dans une situation avec des équations comment dire, sont éclairés par des paramètres fluctuants. Le nombre on est dans une situation, et c'est ce que d'ailleurs la crise écologique nous révélera aussi, totalement inédite. Et a fortiori, évidemment, nous sommes pris de court dans une situation inédite. Mais je trouve globalement que l'État fait preuve de sang-froid, et sur un plan économique, bien entendu, il y a des trous dans la raquette, mais pour accompagner celles et ceux qui sont dans la souffrance économique, globalement, d'ailleurs tout le monde le reconnaît, l'État français est plutôt à la hauteur. Bien, souffrance économique, crise sanitaire, crise sociale. Est-il, au milieu de cette crise, plus difficile de mettre en œuvre, par exemple, les propositions des 150 citoyens de la Convention pour le climat? Oui, évidemment, tout est plus difficile, bien entendu, mais ça ne doit pas nous en détourner. Au contraire, cette crise doit éclairer la crise écologique. Elle doit nous montrer comme enseignement que quand on injecte de l'argent en amont, eh bien, les conséquences humaines, sociales et économiques en aval sont beaucoup plus faibles.
La crise écologique, c'est une crise d'une dimension qu'on ne peut même pas estimer. Je veux dire, toutes les modélisations sur ce qui va nous arriver dans nos démocraties, dans nos sociétés, les conséquences humaines, les conséquences économiques et financières vont saper tous nos acquis démocratiques. Donc, ce que nous dit la science, c'est pas simplement une angoisse d'un homme ou d'une femme. Ce que nous dit la science, c'est qu'on rentre dans une décennie critique. Les conséquences humaines de la crise écologique se déterminent dans les 10 prochaines années, parce qu'il a fallu pratiquement 30 ans pour que la prise de conscience, que le constat soit partagé. Maintenant, nous devons rentrer dans la nature. Mais on a tout intérêt, parce que l'économie, elle est comme la nature, elle a horreur du vide. Il y a un nouveau modèle économique qui va germer. Attention que ce ne soit pas d'autres qui en profitent. Il y a un nouveau modèle énergétique, il y a un nouveau modèle agricole, il y a un nouveau modèle de mobilité. Il y a ne serait-ce qu'une nouvelle mondialisation qui va émerger, je l'espère, avec des critères sociaux et des critères environnementaux qui seront beaucoup plus exigeants. On a intérêt sur tous les plans à s'y préparer dès maintenant et investir sans compter. Et quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, coûte que coûte. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Mais oui, Nicolas Hulot. Alors regardons, redescendons un peu sur Terre, si je puis dire, et regardons l'objectif du gouvernement. Mais quand vous dites redescendre sur Terre, est-ce que vous croyez que les gens de la Vésubie, par exemple, oui. Ils n'ont pas une lecture très immédiate de la crise écologique? Est-ce que vous croyez que ce qui s'est passé dans l'Himalaya avec ce glacier qui s'est effondré, pardon de prendre des exemples récents, mais la crise écologique, elle impacte déjà chaque année et elle prive des femmes et des hommes de centaines de milliers de vies et elle jette dans l'exode des millions de personnes. Donc non, il faut en avoir conscience, y compris sur notre territoire. Je vais vous parler de politique en fin d'interview, Nicolas Hulot, mais est-ce que nos élites, nos responsables politiques n'en sont pas conscients? Est-ce qu'Emmanuel Macron, vous l'avez côtoyé, vous avez été son ministre? Est-ce qu'il ne tient pas ses engagements? Est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il n'y croit pas? Que sait-on? Il y a toujours des sincérités qui s'opposent, mais pas avec la même lecture. Oui. Je pense, vous parliez de l'urgence, on n'a peut-être pas la même perception de l'urgence. Je ne ferai jamais procès à Emmanuel Macron de procès d'intention sur sa sincérité en matière d'écologie. Je pense qu'il n'en a pas la même lecture, c'est-à-dire que il n'a peut-être pas encore appréhendé que c'est l'ensemble du modèle économique que l'on souhaite voir revenir à l'œuvre qui était à l'origine de la crise écologique. Alors ce projet de loi... Et je pense qu'il fait partie de ceux qui savent les choses, parce que la science nous a bien documenté, mais qui espèrent encore que nous avons du temps et que l'on peut encore ajourner la mutation. Je ne dis pas qu'il ne fait rien, mais moi ça ne m'importe peu. Est-ce qu'on en fait suffisamment pour nous mettre à l'abri, nous et surtout ces jeunes qui aujourd'hui non seulement vivent dans l'angoisse de la crise sanitaire, mais vivent dans une double angoisse de leur propre avenir. La réponse est non. Ni ici, ni ailleurs. Je ne fustige pas la France, mais comme j'aime la France, je suis très exigeant parce que mon pays, encore une fois, doit être un leader dans ce domaine-là. Oui, objectif, parlons de ce projet de loi climat et résilience. Objectif, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030 par rapport à 1990. On en est loin. On en est loin et entre-temps, l'Europe a rehaussé ses ambitions, donc nous ne serons pas dans les clous. Voilà, il est insuffisant, ce projet de loi. Vous l'avez examiné, vous l'avez regardé. Mais on a des institutions, la Haute Autorité, le Haut Conseil pour le climat, le Conseil national de la transition écologique. Tout le monde est d'accord pour dire que, évidemment, il est en deçà des engagements que la France a pris. Mais c'est un sujet important, les engagements. Parce que vous avez remarqué, vous êtes bien placé pour voir que nous rentrons dans un cercle vicieux de défiance entre le citoyen et le politique. Et en démocratie, ça se termine mal. Et pourquoi il y a cette défiance? Parce qu'il y a ce gap entre les intentions, les promesses et la réalisation. Et pour moi, c'est un sujet fondamental. Est-ce que ça veut dire que les politiques nous font des promesses auxquelles ils ne croient pas? Non. Moi, je ne leur fais pas ce procès d'intention. C'est qu'on ne s'en donne pas les moyens. On ne rentre pas dans le comment. On se fixe un objectif. Je vais prendre deux exemples. On dit qu'on va sortir des glyphosates en 3 ans. Très bien. On ne le met pas dans la loi. Donc, comme il n'y a pas d'irréversibilité, tout le monde s'en fout. Mais est-ce qu'on se donne les moyens de regarder mode de culture par mode de culture, là où il y a des alternatives, là où il y a des impasses? Rapport sur les pesticides que ma fondation met sur la table ce matin. On se fixe un objectif de réduire l'utilisation des pesticides de 50%. C'est un objectif qui est assez ancien, qui date du Grenelle de l'environnement. On a augmenté de 25%. Pas tout simplement parce que... J'ai regardé votre rapport, pardon, mais votre rapport porte sur... s'arrête en 2018. Oui. Oui, c'est dommage.
Parce que sur une période 2009-2019, la baisse d'utilisation des pesticides est de 36%, Nicolas Hulot. Non, c'est la vente. Il faut regarder ça sur le pluriel. Non. Ah oui, mais c'est pas l'utilisation. Ça n'a absolument rien à voir. Non. Ne rentrons pas dans la bataille des chiffres. On devait réduire de 25%. Oui. Globalement, sur ces 10 années-là, on a augmenté. On devait réduire, de 50%. Globalement, on a augmenté de 25%. Pas dans la bataille des chiffres. Mais je me pose une question. Vous avez été ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot. Comment se fait-il que vous n'ayez pas initié des grands plans pour des alternatives aux pesticides? Je suis content que vous posiez la question. Ça ne vous a pas échappé que j'ai quitté le gouvernement. Oui. Entre autres parce que sur tous ces sujets-là, je n'avais pas la main. C'est-à-dire que là, vous aviez imaginé, évidemment. Mais personne ne vous... Mais vous souvenez quand même de ces épisodes malheureux, des confrontations entre mon propre ministère et celui de l'agriculture. J'étais à l'origine des États généraux de l'alimentation. Je n'en ai pas eu la possibilité d'en avoir non seulement la main, mais éventuellement une coparticipation. Donc c'est à cause de tous ces... ces manques d'ambition, de vision. Parce que, vous savez, ce sujet de la transformation de notre modèle agricole... Oui. C'est un sujet fondamental si on veut réussir la bataille climatique, la bataille sur la biodiversité, mais surtout, il n'y a jamais eu un contexte aussi favorable pour rassurer les agriculteurs et pour changer de modèle agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de l'argent, mais qu'on utilise mal l'argent? Mais c'est pas une question. C'est là que ce rapport est riche d'expérience. On n'a pas besoin de plus d'argent. Il faut simplement mieux le flécher, mieux le conditionner. Et c'est vrai dans beaucoup de politiques publiques. On met chaque année à peu près 26 milliards d'euros d'argent public dans le modèle d'alimentation et d'agriculture, mais seulement 1% participe véritablement à réduire l'utilisation des pesticides. C'est pas une fatalité, c'est une forme de résignation et d'aberration. Donc simplement, l'idée n'est pas de dénoncer, l'idée est en creux de dire, à dater d'aujourd'hui, chaque euro public doit être au service du bien public. Bien, Nicolas Hulot, revenons quand même à ce projet de loi climat et résilience. Il y a deux priorités, les transports et le logement. Vous allez être d'accord avec moi. Oui. Deux priorités. Est-ce que sur les transports et les bâtiments, les logements, les bâtiments, est-ce que c'est suffisant? Que faudrait-il faire? Vous savez qu'il y a 11 millions de précaires énergétiques. Alors on emploie ces mots, mais il faut voir ce que ça veut dire derrière. C'est des gens qui vont se priver de bien manger pour essayer d'avoir un minimum de confort chez eux. Non, c'est pas suffisant. Il faut aller plus vite avec plus de moyens. Mais il faut aussi la contrainte. Mais la contrainte, elle doit laisser personne dans une impasse. C'est-à-dire qu'il faut les financements pour qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les propriétaires les plus modestes. C'est ce qu'on réclame depuis longtemps. C'est là que la fiscalité écologique, elle doit opérer. Elle ne doit pas être simplement dissuasive. Elle doit être aussi incitative. Une des choses qui m'a mis probablement en difficulté au moment du gouvernement, c'est que je n'étais pas contre l'augmentation de la taxe carbone. Oui. Mais je souhaitais que l'affectation de cette taxe carbone soit pour faire en sorte de ne mettre personne dans une impasse. Quelqu'un qui est condamné à changer son véhicule, ou quelqu'un qui doit changer sa chaudière, ou quelqu'un qui doit rénover son bâtiment, pour les revenus les plus modestes, il ne doit pas y avoir 1 euro de reste à charge. Aujourd'hui, vous voteriez ce projet de loi si vous étiez député? Pas en l'état. Pas en l'état. Non, pas en l'état, parce que c'est la dernière grande loi du quinquennat. Oui. Mais c'est pas fait. Elle va être en proposition au Conseil des ministres. Donc, faisons en sorte de ne pas baisser les bras. Il y a une volonté commune. Mais vous avez noté deux priorités. Il y en a une troisième. L'argent public que l'on met aux grandes entreprises pour passer ce cap de la crise sanitaire, la baisse des impôts de production, il ne peut pas être sans contrepartie. C'est pas possible. Je veux dire, et on a réuni une convention citoyenne. Alors, l'intelligence, elle est partagée entre les citoyens. Chacun a une fraction de la réalité et une fraction des solutions. Mais on ne peut pas convoquer des gens, leur demander autant de disponibilité pour laisser pour compte la grande partie de leurs propositions. C'est ça aussi qui crée du déni et qui décide de cela? C'est Emmanuel Macron. Probablement. Donc il vous déçoit. Mais je veux pas rentrer dans ces confrontations d'homme à homme. Je ne cherche pas à vous faire dire du mal d'Emmanuel Macron. Je cherche à vous faire dire ce que vous pensez. Non, je dis, et ça n'est pas simplement un homme, une femme, un ministre, etc. C'est que nos États n'en font pas assez. Parce qu'il y a un manque de volonté politique.
il y a un manque de volonté politique. Je pense parce que dans la difficulté actuelle, comme vous l'avez dit, on focalise sur l'urgence immédiate et palpable. Mais je pense que justement la grande leçon de cette crise, c'est qu'il vaut mieux réagir en amont plutôt que de réagir quand les effets seront là. Et cette règle, il y a un deuxième enseignement. Quand on a été au cœur de la crise, toutes les règles que l'on s'est fixées, et notamment les règles budgétaires, elles ont volé en éclats. Pardon de le dire, mais les règles budgétaires, ce ne sont pas des lois divines, ce sont des conventions humaines. Eh bien, quand se joue l'avenir de l'humanité, l'avenir de nos enfants, on doit pouvoir les transgresser. Et aujourd'hui, on devrait massivement investir dans la transition écologique, d'où émergera les emplois du futur pour nos enfants. Bien, Nicolas Hulot, un référendum, peut-être, nous allons voir, il faut réunir le Parlement, il faut que le Sénat soit d'accord sur le texte proposé par le gouvernement, il ne l'est pas aujourd'hui. Vous ferez campagne pour l'inscription dans l'article 1er de la Constitution. Je trouve que ce serait un acte de modernité, de mettre le droit constitutionnel en conformité avec les réalités du XXIe siècle, que ça doit passer par la voie référendaire. Je ne sais pas pourquoi, j'y crois pas trop dans le délai qui nous est imparti. Est-ce qu'on ne peut pas passer par la réunion des deux chambres? Je n'en sais rien. Mais ça serait aussi un message de la classe politique dans son ensemble que cette urgence conditionne tous les autres et que, encore une fois, on va faire un effort de guerre pour essayer d'atténuer les conséquences de la crise écologique et quelque part de saisir aussi les opportunités d'un nouveau modèle. Bien, et le plan, la dette accumulée, vous dites utilisons mieux le plan de relance. Utilisons-le bien, ce plan de relance. Mais effectivement, l'argent, même s'il donne le sentiment de tomber du ciel, il ne va pas tomber du ciel indéfiniment. Donc, encore une fois, si l'on injecte des milliards, que ça ne soit pas pour, s'entêter dans un modèle qui crée toutes ces désastres et ces conséquences, mais dans le nouveau modèle. Et dont l'industrie, nos petites entreprises, les citoyens, à se convertir et à se former au modèle économique de demain. Nicolas Hulot, vous allez vous engager dans la présidentielle? Alors, je vais m'engager non pas en tant que candidat. Non, pas en tant que candidat, vous ne serez pas candidat. Il y en a suffisamment. Oui. Mais avec notamment le pacte du pouvoir de vivre, avec la CFDT, avec toutes les organisations non gouvernementales dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine social, nous allons faire en sorte de proposer des pistes, des feuilles de route. Des feuilles de route, pas simplement sur les grands objectifs, parce que globalement, nous savons ce qu'il faut faire. Comment faire? Comment rendre acceptable la mutation qui s'impose à nous? Et il va bien falloir quelqu'un pour porter ces idées. Est-ce que vous voyez déjà le profil de la personne qui pourrait porter ces idées? Pas une seconde, parce que le débat d'idées... Non, mais c'est pas méprisant. Mais le débat d'idées, le projet, l'horizon, on ne l'a pas encore vu pour l'instant. Pour l'instant, c'est un combat de personne. Mais vous ne voyez pas quelqu'un qui se dégage? Pas en l'état. Et si c'était le cas, c'est pas à moi de le dire. Ce qui sera intéressant, c'est qu'une fois que nous aurons travaillé avec un collectif sur ce projet-là, à chacun de voir quel projet coïncide le plus avec ce monde solidaire et équitable que l'on doit faire naître dans le prochain quinquennat. Nous allons créer les conditions pour que ce quinquennat soit écologique. Voilà, vous allez créer les conditions et un candidat ou une candidate devra se porter en tout cas, la démarche que nous avons à défendre ses positions. En tout cas, la démarche que nous avons avec le pacte du pouvoir de vivre, ça n'est pas une démarche au profit d'un parti ou d'un visage. On met ça en open source, voilà. Mais nous voulons créer ces conditions. Tout le monde nous promettra la Lune. Oui. Vous aurez 50 nuances d'écologie. Voilà. Oui. Ce qui comptera, c'est la crédibilité. Elle se fera sur les moyens et sur la vision globale. Uniquement à gauche. Vous êtes un homme de gauche, Nicolas Hulot. Je me reconnais évidemment beaucoup plus dans les valeurs de gauche, mais compte tenu, encore une fois, de la complexité, bienvenue à l'intelligence de tout le monde. De tout le monde. Un candidat ou une candidate socialo-écologiste ou écolo-socialiste, ce serait la meilleure des solutions? Je serais ravi qu'une femme émerge, mais ne me mettez pas derrière-pensée. Je pense que, pour employer ma formule, le temps est venu peut-être de laisser plus de pouvoir aux femmes et qui procède d'une sensibilité qui nous a peut-être fait tant défaut aux hommes et la raison pour laquelle nous nous sommes
mis dans une forme de séparatisme avec la nature, c'est parce que nous avons perdu cette sensibilité avec le vivant. Donc je serais très heureux que l'on renoue avec cette sensibilité. Et un candidat ou une candidate choisie après une primaire, c'est la meilleure des solutions? Je ne me suis pas posé la question. Encore une fois, travaillons d'abord sur le projet. Travaillons sur le projet et créons des alliances et cassons ces silos qui fait qu'on est dans une France qui est en train de se briser de l'intérieur, Jean-Jacques Bourdin. Eh bien, essayons de la réconcilier sur des objectifs essentiels et mettons les petites choses peut-être qui nous séparent, qui nous crissent, pour encore une fois faire preuve d'une grande maturité démocratique. Vous pourriez vous ranger derrière Jean-Luc Mélenchon? Mais c'est pas pareil, c'est pas la question. Là, vous me ramenez aux personnes, c'est pas la question. Oui, j'ai compris. Vous défendez des idées. Vous espérez que quelqu'un va porter vos idées. Nicolas Hulot, un mot. J'aimerais pour terminer sur la réorganisation d'EDF. Vous êtes très réticent. Je suis prudent. Oui. Parce que je me pose la question sans avoir la réponse. Pourquoi j'ai pas la réponse? Parce que les choses se font pas forcément en toute transparence. Si tout d'un coup, dans le fait de scinder EDF en 3 structures, l'idée, ça ne serait pas de, socialiser les pertes et dans la structure pour les énergies renouvelables qui sont plus rentables, de privatiser les éventuels bénéfices. Voilà, je pose la question. Et la deuxième question que je me pose, c'est quelles leçons nous tirons, mais je ne veux pas rentrer, si, je le pose sur la table, des égarements, pour employer un euphémisme, de la filière nucléaire qui est un puits sans fond. Voilà. Donc oui, je pense que ce débat ne peut pas échapper à un véritable débat démocratique. Donc je dis prudence et transparence. Merci Nicolas Hulot d'être venu nous voir ce matin, RMC et BFM TV 8h55.